Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux pour regarder cette émission, ces cartes sur table. Nous sommes mardi, un léger retard, nous nous en excusons. Deux thèmes, deux panélistes, quatre panélistes, donc deux plateaux. Le premier thème va nous permettre d'analyser cette sortie du GICAM. Vous le savez, le groupement interpatronal du Cameroun a commis une étude d'impact sur les entreprises camerounaises relativement avec la pandémie de l'heure, le Covid, qui, comme vous le savez, fait des dégâts déjà sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique, plus que l'activité sur le plan mondial, mais évidemment ici au Cameroun aussi, est au ralenti à cause des mesures prises pour sauver ou alors préserver des vies. Cela dit, le GICAM, dans son rôle, donc, a mené cette étude auprès des entreprises qui non seulement sont adhérentes, mais aussi au-delà, pour apprécier l'impact présent chez les salariés, chez les employés, mais également chez les patrons, mais aussi proposer un certain nombre de dispositifs pour éventuellement permettre au gouvernement d'avoir la meilleure prise de décision possible. 19 propositions sont donc contenues dans ce rapport que j'ai d'ailleurs sur ce plateau qu'on va élaborer. Dans ce premier thème, le GICAM tire la sonnette d'alarme. Invité pour en parler, Vincent Kouété, il est du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Bonsoir et merci Vincent. Bonsoir député, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci infiniment d'être là. Et puis Denis Kouébo, journaliste, enquêteur, vous le savez, très régulier sur les plateaux de Léla Rengazo et René Narcisse Moto, qui officient en remplacement. Bonsoir Denis. Bonsoir député et bonsoir à tous ceux qui regardent Cadre sur table. Merci infiniment d'être là. J'annonce également qu'on aura par Skype tout à l'heure depuis Bruxelles, Christian Ebeke, vous le savez, il est le représentant adjoint du FMI pour les pays de l'Union européenne. On va certainement l'avoir d'un moment à l'autre. Et puis le deuxième thème portera sur la CDC, la Cameroun Development Corporation. On va essayer d'élaborer autour des contours de la relance de ces activités. Ce sera le deuxième plateau d'un peu plus d'une heure sensiblement, avec Edmond Kouyaté, qui est économiste. Il viendra tout à l'heure. Et puis Denis Kouébo restera également pour débattre de cette question-là. Vous le savez, la CDC qui depuis 2016 a commencé à vivre les difficultés, notamment autour de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui impactent grandement ses activités. Voilà que le Covid également est là, mais cela dit, on réfléchit déjà sur des mesures de relance dès que les contours seront réellement définis. Juste derrière la transition, et puis on commence donc le premier débat. Alors, Vincent, je commence peut-être par vous. Je l'ai dit, le GICAM a fait cette étude. Quand est-ce que l'étude a été lancée? On sait qu'au Cameroun, la pandémie a été officiellement déclarée le premier cas de Covid, c'est le 5 mars au Cameroun, premier cas détecté. Le 17 mars, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour évidemment encadrer cette pandémie ici. Et puis depuis, que ce soit sur le plan sanitaire et certainement sur le plan économique, on voit que ça va progressivement. Vous, quand est-ce que vous avez lancé précisément l'étude et quels sont les secteurs d'activité ou alors les entreprises qui sont concernées par cette étude? Bien, merci beaucoup, Peter. Je voudrais commencer par remercier STV pour l'occasion qu'il nous a donnée ce soir de revenir sur cette problématique tout à fait importante et d'actualité, et également pour l'intérêt que vous portez aux activités du groupement interpatronal du Cameroun. Ce qu'il faut dire en ce qui concerne le GICAM, c'est que dans son rôle d'intelligence économique et même de service aux membres, nous avons une veille permanente, nous développons une veille permanente sur toutes les questions, sur toutes les problématiques qui touchent à la vie des entreprises. Donc depuis que la crise s'est déclenchée en Chine, vous vous rappelez en Yuan au mois de décembre, nous avons mis en place un dispositif de veille, de suivi, de répercussions. Parce que rappelez-vous, lorsque l'économie chinoise a reçu la première onde de choc, nous ressentions déjà ici au niveau des entreprises les premiers signes annonciateurs d'une crise qui, comme nous le constatons aujourd'hui, est devenue une crise majeure. Et notamment avec les perturbations qui avaient sur les chaînes
logistique internationale, où on avait notamment une quarantaine de 14 jours qui étaient déjà appliqués depuis le mois de décembre au port autonome de Douala, ce qui avait déjà un impact sur les délais de paiement. Et puis, rappelez-vous, la Chine est notre premier partenaire bilatéral, avec plus de 30% de notre commerce extérieur. Donc, depuis décembre 2019, nous suivons cette crise de manière particulière. Et donc, la deuxième vague, elle a progressé, passant de la Chine, elle a touché l'Europe, qui est également un partenaire très important, pour finir, comme vous l'avez dit, depuis le 6 mars, date de l'annonce du premier cas au Cameroun, où nous avons finalement débouché sur la date du 17 mars, où un ensemble de mesures de restriction importantes ont été annoncées par le gouvernement. Et donc, au fur et à mesure que la crise a évolué, la pression ou alors l'intensité que nous avons mis dans l'activité de veille également a suivi. Et dès le 16 mars, le président du JICAM a signé un communiqué à travers lequel il a annoncé notamment la suspension de toutes les activités, tous les regroupements, toutes les réunions, toutes les manifestations que nous avons l'habitude d'accueillir au JICAM. Et le 19 mars, un conseil d'administration extraordinaire s'est réuni pour effectivement adopter, poser les bases d'une stratégie de crise. Et depuis lors, nous sommes dans cette stratégie de crise-là que nous déployons au fur et à mesure que le temps évolue. Donc, cette veille est une veille permanente. En ce qui concerne la collecte ou alors l'évaluation des répercussions de l'impact de la crise sur les entreprises, nous n'en sommes pas. Nous avons là la livraison en fait d'une seconde édition parce que nous avions déjà fait une première évaluation au mois de mars, dont les résultats n'avaient pas autant eu d'écho dans les médias parce qu'effectivement nous étions encore à un début. Et donc, nous en sommes dans la deuxième édition de ce rapport. Il y aura une troisième édition pour le mois d'avril. C'est donc une veille permanente que nous faisons. En ce qui concerne particulièrement cette analyse, cette évaluation qui a été faite pour le mois de l'impact des répercussions au mois de mars, elle a concerné tous les secteurs d'activité, parce que vous savez, le JICAM en tant qu'organisation fêtière fédère l'ensemble des activités, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur répartition leur localisation sur le territoire. Et donc, cette enquête suit également cette configuration du groupement, mais on s'est focalisé pour les besoins de la cause sur les secteurs les plus impactés que tout le monde connaît, notamment le secteur du transport, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel et puis également du commerce et des services aujourd'hui. Donc, nous avons voulu avoir un échantillon suffisamment représentatif. Il faut dire que le rapport que vous avez ne présente que les résultats de l'enquête, parce que au-delà de ça, nous avons une veille qui procède à des analyses. Si vous avez l'occasion de visiter notre site internet, vous pouvez retrouver un ensemble de documents d'analyse qui font des évaluations plus poussées au niveau des secteurs d'activité, au niveau des branches d'activité, et notamment par les relations que nous avons avec les organisations professionnelles qui sont membres de notre groupement. Donc, nous sommes à une étape intermédiaire d'un processus qui a été lancé depuis que la crise s'est déclenchée en Chine. Denis Kobouvou, en tant que chroniqueur également de l'actualité souvent économique, est-ce qu'à l'observation, ça commence à se faire ressentir cette pression sur les entreprises au regard peut-être des dispositifs, des mesures déjà prises par le gouvernement pour freiner la pandémie? Est-ce que vous, en tant que peut-être citoyen, en tant que consommateur sur le marché, vous ressentez les effets? Peut-être ce serait plus facile de parler de moi, mais nous sommes au contact des populations tous les jours. À la simple lecture des mesures qui ont été édictées par le gouvernement, cela saute aux yeux que rien ne peut être comme avant. J'ai l'habitude de prendre une agence de transport, non loin d'ici. Alors, lorsque le gouvernement dit qu'un bus qui habituellement prend 70 places ne peut désormais prendre que 50, je crois qu'il ne faut pas être sorti de Harvard pour comprendre qu'il y a un problème. Cela emporte des conséquences. Lorsque l'activité économique, l'activité irrédentiste de Boko Haram était très visible sur la région de l'extrême nord, c'est le gouvernement en premier qui parlait de la paralysie économique de ce pan qui est quand même plus du 10e
de la population du Cameroun. Donc, c'est même parce que derrière la question, il y a peut-être celle de toute la polémique qui a été soulevée, et on comprend pourquoi est-ce qu'elle est soulevée, à savoir qu'il y a comme un effort fourni par de non-commerçants, de personnes qui sont en dehors du circuit réel des affaires au Cameroun. Ces efforts-là tendent à faire croire que lorsque une entreprise ouvre 3 jours sur 7, elle a la même performance que si elle ouvrait 7 jours sur 7. Ce n'est pas possible. Donc, on peut commencer par l'ordre des évidences. Alors, lorsque vous avez, moi j'ai vu des entreprises qui ont été obligées de mettre des employés en chômage technique. Vous allez dans les restaurants partout ici en ville, tout le personnel du restaurant n'est plus en place. Les horaires ont changé complètement. Les ménages, si on prend les prescriptions, notamment en ce qui concerne le port obligatoire du masque, moi je suis dans un ménage d'à peu près 10 personnes. En prenant une moyenne de 3 masques par personne par jour, vous avez 15 000 francs par jour. C'est-à-dire que si ça devait durer 2 mois, vous allez dépenser l'équivalent d'1 an de salaire pour seulement la protection des membres de la famille. Le port des masques. Le port des masques. Lorsque vous êtes obligé de rester confiné de fait à la maison, cela emporte des conséquences sur le plan économique. Donc, tous les Camerounais, j'ai également entendu beaucoup d'experts dire ici sur le plateau que l'essentiel de l'activité économique, relativement, je ne dis pas en termes très absolus, c'est l'informel. Tout le monde sait comment est-ce que l'informel fonctionne. À savoir que je suis allé dans mon village, le transport qui coûtait 600 francs du village au chef du département coûte maintenant 1200 francs. Comment est-ce qu'on ne devait plus être à se poser des questions sur les conséquences économiques? On en parle à travers le monde. Le Cameroun ne peut pas fonctionner comme si la pandémie du Covid-19 sévissait uniquement au Cameroun. Cette pandémie sévit partout. Et les pays les plus riches, disposant de toutes sortes d'infrastructures modernes, crient à l'asphyxie. Alors, comment est-ce que ceux qui ont tout l'équipement moderne nécessaire, télétravail et tout, crient à l'asphyxie, et ceux qui sont dans une économie, moi je ne veux pas choquer les gens du JICAM, c'est une économie embryonnaire. Notre économie est embryonnaire, extravertie. Une économie de souffrance où l'homme d'affaires peine à joindre les deux bouts, parce qu'entre le courant électrique qui n'est pas disponible, entre l'eau potable qui n'est pas disponible, entre la main-d'œuvre qui n'est pas souvent toujours qualifiée, et ce que nous avons appelé harcèlement fiscal. Je ne veux pas parler à la place des opérateurs économiques, mais c'est parce que je vis en tant que journaliste cela au quotidien, et étant au contact des autres économies, c'est quand même extraordinaire. Et l'effort qui est fait de dire que tous les pays frappés du Covid-19 souffrent d'asphyxie économique, à l'exception du Cameroun, est quand même extraordinaire. Je crois qu'il faut qu'on parte de là. Si on insiste, on peut penser que c'est une fabrique de notre pays, mais c'est d'une évidence notoire que si la pandémie actuelle paralyse l'Amérique, la grande Amérique, oblige les Européens à sortir du confinement malgré les chiffres ahurissants de morts tous les jours, vous voyez que l'Europe va déconfiner parce qu'il ne peut plus tenir. Si l'Europe reste dans le confinement pendant 2 mois ou 3, ce sera terminé. Ce sera une crise économique sur au moins 10 ans. Donc, on devait, même si le JICAM n'avait pas réagi, on devait s'inquiéter. Mais on devait les pousser à réagir pour savoir s'il est possible qu'ailleurs, on ne puisse pas tenir et qu'au Cameroun, on tienne malgré l'absence quasi totale de mesures incitatives ou en réalité de mesures je ne veux pas appeler ça concertant, mais il y a quand même des mesures de souveraineté qu'on prend pour faire en sorte que le pays puisse tenir. Parce qu'en tout état de cause,
le pays, malgré la crise, même en état de guerre, devrait tenir. Et il y a des leviers économiques connus qu'on active en temps de crise, en temps de catastrophe humanitaire et sanitaire comme celle qu'on vit en ce moment. Alors Vincent, concrètement au sein des entreprises des différents secteurs, comment est-ce que cela se manifeste-t-il? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous le patronat, le JICAM? Je pense que la situation globale, elle se reflète tout à fait dans les chiffres qui ont été présentés. C'est une situation qui est alarmante. Premièrement, en termes d'impact sur les entreprises, vous observerez que 92% des entreprises qui ont répondu à notre enquête indiquent qu'elles sont affectées, soit très négativement, soit négativement par cette crise. Et lorsqu'on analyse les fonctions de l'entreprise, savoir l'approvisionnement, vous savez que toutes les chaînes logistiques sont aujourd'hui perturbées. L'approvisionnement, les ventes, les commandes, la gestion des ressources humaines et même le chiffre d'affaires, vous avez des niveaux d'impact négatifs qui sont très élevés. Vous observerez par exemple que c'est intéressant particulièrement au chiffre d'affaires. Nous avons demandé aux chefs d'entreprise de comparer le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 à celui du mois de mars 2019. Et vous observerez que, je ne sais pas le chiffre exact, mais au moins 70% d'entre eux ont indiqué qu'ils observaient une baisse, et parfois des baisses qui vont au-delà de 20%. Cela est une indication très forte de ce que dans divers secteurs d'activité, la crise a un impact généralisé. Et ces chiffres-là, si vous allez de manière sectorielle, pour certaines branches, vous observerez que c'est pratiquement des taux de 100%. Et en termes de conséquences immédiates, vous avez déjà à peu près 85%, à savoir 44% des entreprises qui ont procédé à des licenciements, des réductions des effectifs, et pratiquement un même taux qui a procédé à des mises en chômage techniques partielles. Sans compter le coût des différentes mesures d'adaptation auxquelles ils ont dû recourir. Ne parlons pas du report des investissements, tout ce qui était envisagé comme innovation, comme investissement d'agrandissement, de modernisation, tout cela est aujourd'hui gelé, reporté, s'inédié. Donc nous sommes véritablement devant, on va dire, une urgence, à l'urgence sanitaire dont nous connaissons déjà l'ampleur. Il ne faudrait pas, si nous sommes dans cette situation, il ne faudrait pas y ajouter véritablement une crise économique dont les conséquences seraient encore plus dramatiques. Et c'est en fait le cri, la sonnette d'alarme que le JICAM a voulu tirer à travers ce rapport pour que les uns et les autres puissent prendre conscience de l'ampleur de la situation, de l'ampleur de la crise que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous en êtes au deuxième rapport. Vous voulez ajouter? Oui, tout à fait. Nous sommes, si vous souhaitez, au deuxième rapport. Le premier rapport avait essentiellement servi de placer les bases qui nous ont permis de structurer cette deuxième analyse. Dans le premier rapport, nous avons notamment fait des analyses un peu plus sectorielles qui ont permis de dégager les secteurs les plus touchés, de dégager également les mécanismes par lesquels la crise se répercute au sein des entreprises. Vous avez des secteurs qui aujourd'hui, notamment dans l'exportation, sont totalement bloqués du fait que les commandes asiatiques ne sont plus opérationnels, ou alors plusieurs également secteurs qui connaissent des difficultés opérationnelles majeures parce que, en raison du confinement en Chine, en Europe notamment, les correspondants, les fournisseurs ne peuvent plus se déployer à l'aisance. Et vous avez indiqué tantôt dans les mesures, les 19 premières propositions que nous avons faites au gouvernement en fin du mois de mars, soulever la nécessité d'avoir, on va dire, un gel d'un ensemble de contraintes, d'un ensemble d'exigences, tout ce qui pouvait être fait pour laisser la marge aux entreprises afin qu'elles puissent sauvegarder les emplois. Et c'est ça le message que le président du JICAM a voulu passer également aux chefs d'entreprise dans sa lettre qu'il a adressée en date également en fin du mois de mars, au 20 mars, et qu'il a demandé effectivement aux chefs d'entreprise, d'une part, d'observer les mesures sanitaires dictées par le gouvernement, mais surtout de considérer que ces chefs d'entreprise sont la seconde rampe, on va dire, les forces de deuxième rang dans la réponse à cette crise. Et leur défi majeur était de sauvegarder les emplois. Après le premier rapport qui, comme vous le dites, a servi pour jeter les bases, avez-vous eu au moins une réaction du gouvernement, des approches, des études, à quelque niveau que ce soit? Nous avons des réactions.
Peut-être on reviendra en détail sur les administrations qui ont déjà réagi. C'est l'occasion. Ce sera l'occasion. Mais la grande difficulté et notre grande préoccupation, c'est l'absence d'une démarche d'ensemble. C'est l'absence d'une concertation au haut niveau dans tous les pays qui subissent aujourd'hui cette crise, tout au moins dans la plupart. C'est véritablement des task forces d'urgence qui sont mises en place pour que l'État discute de manière permanente, de manière régulière avec les acteurs économiques. Parce qu'en plus, la crise évolue et les répercussions ne sont pas toujours cernées au premier plan. Et donc, il faut être régulièrement en concertation, régulièrement en échange pour pouvoir donner de la lisibilité aux chefs d'entreprise. Nul aujourd'hui ne peut présager de ce que la crise sera demain. Peut-être en observant l'évolution dans les pays où elle a sévi en premier lieu avant les nôtres, on peut se donner, on peut avoir quelques idées. Mais de manière précise, il est difficile aujourd'hui d'envisager, de prévoir ce que cela donnera demain. C'est pourquoi il faut une concertation permanente. Et donc, en termes de retour, vous avez demandé aux préoccupations, aux suggestions, aux propositions qui ont été les nôtres. Nous avons notamment reçu des échos favorables de la Direction générale des douanes. Vous avez vu une circulaire qui a été sortie par le directeur général des douanes où effectivement un certain nombre de facilités dans les procédures de dédouanement des marchandises étaient désormais accordées, notamment pour tenir compte des contraintes de confinement en Europe. Nous avons également eu un retour plutôt positif de la CNPS, même si nous sommes encore en train de discuter de la déclinaison de certaines mesures d'assouplissement qui ont été dictées par cette administration, notamment dans le cas des contrôles physiques ou des contrôles suplesses pour le paiement des cotisations CNPS. Il me semble que les contrôles physiques sont suspendus, mais les contrôles sur pièces demeurent, et ça, c'est encore une préoccupation. Mais tout au moins, nous nous réjouissons de ce qui est déjà un moratoire sur le paiement des cotisations sociales et autres. Par contre, je tiens à le souligner, peut-être parmi les mesures, les réactions positives, il y a également celle de la BEAC, qui a notamment, vous le savez, notamment sur recommandation du comité de pilotage du programme de réforme économique, procédé à la révision de certains sous-directeurs, de certains taux directeurs pour notamment donner plus de marge aux banques pour pouvoir accompagner les entreprises. Mais de l'autre côté, il y a notamment peut-être deux cas à souligner. C'est le cas de la COBAC, parce qu'en réalité, si on prend le secteur bancaire, vous verrez dans tous les pays où les mesures de sauvegarde économique ont été prises, un grand accent est mis sur le concours du secteur bancaire à la relance de l'activité. Et donc, notre secteur bancaire aujourd'hui est largement encadré, notamment par la commission bancaire, cette réglementation de la commission bancaire de l'Afrique centrale. Il est important pour permettre aux banques de pouvoir, ne serait-ce qu'accorder des rééchelonnements aux PME qui vont fatalement rentrer dans le non-remboursement des crédits, que la réglementation puisse évoluer. Parce qu'aujourd'hui, si on reste dans le cadre de la réglementation actuelle, après 3 mois, il faut passer les créances, avoir des avis de mise en recouvrement, ensuite des moratoires. Donc, ça, c'était le cas de la COBAC, de laquelle nous attendons encore des mesures de facilité. Et puis, il y a la Direction générale des impôts. Au niveau des impôts, nous n'avons pas eu l'écho favorable aux différentes mesures que nous avons proposées, mais nous ne désespérons pas, nous continuons de relancer. Mais de manière globale, et ça nous ne le dirons jamais assez, il y a nécessité effectivement d'avoir une réponse cohérente, une réponse coordonnée à la dimension économique de la crise que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Alors, Denis, je voudrais d'abord vous transmettre le bonsoir de Ernest Dikoum, qui, comme vous le savez, l'ancien directeur général de la Cameco. Je fais le lien avec lui parce que nous transmet là un judicieux document qui essaye de montrer un peu comment le gouvernement sénégalais intervient pour apporter un soutien à un certain nombre d'entreprises dans ce pays-là. Je voudrais lire quelques axes. Il s'agit des crédits hôteliers et touristiques, donc qui concernent les entreprises du secteur hôtelier, touristique. Et donc, pour cela, on parle des conditions de financement d'un montant plafonné à 300 millions de francs CFA pour les hôtels 4 étoiles, c'est un exemple, et plus. 200 millions pour les hôtels 2 et 3 étoiles, 100 millions pour toutes les autres structures. Durée de remboursement 96 mois, donc 8 ans. Différé 24 mois, 2 ans. Taux d'intérêt 3,5%. Et puis bon, le reste des modalités, ce sont des modalités d'accès qu'il faut remplir. Les modalités qu'il faut remplir pour accéder à ce crédit de financement. C'est-à-dire que là-bas, on voit bien que des actions sont menées
pour encadrer les secteurs qui sont vraiment touchés. J'ai par exemple eu dire qu'à Kribi, il n'y a plus un seul hôtel qui est ouvert. Plus un seul. Je ne parle pas des hôtels ici à Douala, dont on sait que, tout au moins les hôtels de la Falaise, les 3 hôtels de la Falaise, les 2 de Douala et puis celui de Yaoundé ont dû fermer. Je ne parle pas des autres hôtels qui subissent quand même également un impact assez violent. Je ne voudrais pas citer le secteur des transports, vous l'avez déjà fait tout à l'heure. Voilà peut-être quelque chose qui pourrait inspirer nos gouvernants, tout au moins dans ces secteurs-là, et pourquoi pas élargir à d'autres secteurs qui sont impactés. Bon, je salue le DG du COUB qui avait été emporté par une mafia et qui a réussi quand même à enterrer la compagnie qu'il réussissait à redresser. Ça, c'est le Cameroun, mais ce n'est qu'une parenthèse. Moi, je ne vais pas nécessairement rentrer dans l'exemple sénégalais. Nous sommes un État souverain. Un État souverain est une entité qui est formée de beaucoup d'expertise en termes de ressources humaines. Et l'État souverain active des leviers souverains en situation de crise. Et ces leviers souverains activés au Sénégal ne seraient pas nécessairement ceux qu'on active au Cameroun. Sauf qu'il faut effectivement activer des leviers. J'ai lu les propositions du JICAM. 19. Oui, que JICAM a une avance sur le Sénégal. Ce n'est pas prioritairement des mesures en termes, c'est des facilitations qui sont demandées ici. Donc, je crois que le Sénégal pourrait, par exemple, copier sur l'exemple du JICAM. Si vous avez, quand on a déjà entendu parler du pouvoir de réquisition, l'État du Cameroun a le droit de réquisitionner votre bus, réquisitionner cette télévision pour sensibiliser sur le Covid-19. L'État réquisitionne cet hôtel et cela emporte des conséquences économiques. Et parce que l'État a une signature souveraine, il active sa signature souveraine et puis on va payer la note. On va payer la note sans nécessairement aller prendre les milliards qui ont été pompés par les États étrangers dans certains pays africains. On peut, n'est-ce pas, payer la note en facilitant un certain nombre de procédures aux entreprises. Lorsque vous permettez à un homme d'affaires de respirer 3 jours au niveau des engagements à la banque, c'est énorme. Lorsque si l'État du Cameroun décide de régler la dette intérieure d'un certain nombre d'entreprises, plus bien de la dette, c'est-à-dire c'est des sommes et de l'argent dû. Ce n'est pas un crédit, ce n'est pas un prêt, il s'agit de vous remettre, vous payer ce qu'on vous doit. Attends, peut-être même avant, si on active un tel levier, vous allez voir que ce sera un soulagement énorme. C'est plus facile pour une pandémie comme celle-ci, qui nécessairement devait connaître un pic et, décroître assez rapidement. Donc si sur 2 mois, des gens ont reçu, les PME ont reçu paiement de la dette intérieure, si on permet aux entreprises de repousser les échanges au niveau des banques, si on demande à la rente des impôts, la rente fiscale, d'observer une pause. On n'a pas dit d'arrêter la rente fiscale, on n'a pas demandé d'arrêter le harcèlement fiscal. On dit, mais tout le monde ne peut pas être confiné, sauf ceux qui partent faire le harcèlement fiscal. Donc les gens trouvent quand même de l'énergie pour aller embêter. Vous êtes confiné chez vous, l'homme d'affaires, il ne sait pas comment payer ses factures, il ne sait pas comment payer les salaires à la fin du mois, mais vous avez des gens qui sont à votre trousse tous les jours comme si vous étiez des ennemis. Et c'est pour ça que je suis content d'être à cette émission. Pas parce que il y a un responsable du JICAM qui est là, mais pour dire que c'est quand même cruel de voir le tollé que le cri des opérateurs économiques lève au sein de l'opinion, d'une certaine opinion. C'est inacceptable. Et ce tollé-là est effectivement activé et attisé par ceux qui vivent essentiellement de la pression sur les opérateurs économiques, ou ceux qui considèrent ceux qui créent la richesse comme étant des ennemis. Ici, à ce moment précis, je crois qu'il n'y a que
les hommes d'affaires camerounais pour aider le Cameroun à se tirer d'affaires. Il faut faire attention, je ne sais pas si le GICAM a abordé cette question-là, il faut faire attention à ce que les gens se limitent aux effets pervers de la pandémie pendant la pandémie. Nous sommes sûrs qu'après la pandémie, nous serons sur une pente suffisamment glissante. Merci. Et le seul soutien d'un État, et partout ailleurs, ce sont les créateurs de richesses. Donc, il faut qu'il y ait solidarité entre l'État et les créateurs de richesses. Aujourd'hui, parce que demain, lorsque ce sera difficile, ce sont les créateurs de richesses qui vont soutenir l'État, qui vont soutenir la République pour qu'elle continue de rester debout. Bonsoir Christian. Bonsoir mon cher Dipita. Nous nous excusons pour ce léger décalage. On aurait dû vous avoir depuis 21 h à l'entame de cette émission. On aurait également dû vous avoir par Skype, mais quelques raisons indépendantes de notre volonté nous font passer par cette voie, le téléphone. Alors vous vous êtes approprié, vous avez pu parcourir ce rapport du groupement interpatronal du Cameroun qui évidemment revient sur l'impact, notamment l'impact négatif qu'a les mesures prises pour combattre le Covid-19. Vous, quelle est votre analyse d'abord des manifestations de cette crise sur l'économie nationale et puis des conséquences et éventuellement des propositions, puisqu'on va pas vous prendre, on aura du mal à vous prendre en deux prises, le temps imparti étant définitivement réduit désormais. Merci beaucoup de m'avoir et bonsoir à mes collègues qui sont sur le plateau. Denis Kwebo, journaliste, et puis Vincent Kouete qui est membre cadre du GICAM. Hein. Voilà, merci beaucoup. Déjà, Dipita, je dois dire que voilà, la situation, elle n'est pas du tout reluisante pour la plupart des pays. Et le rapport du GICAM, je pense que c'est une très très bonne initiative. J'ai toujours dit, à chaque fois que je m'exprime en ce qui concerne l'économie camerounaise, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas faire de la macroéconomie, nous ne pouvons pas faire de la gestion économique si nous n'avons pas de données. Okay? Donc, le fait que le GICAM ait pu faire une enquête auprès de son entreprise et essayer de donner un peu la situation, même si ce n'est pas forcément un échantillon très représentatif, mais c'est déjà un effort quand même que le GICAM fait pour essayer de nous donner un petit pool, un baromètre à peu près de la situation actuelle. Je pense qu'il s'agit comme ça d'initiatives qui auraient dû déjà être existantes au Cameroun. Il est inadmissible que nous n'ayons pas, par exemple, d'efforts de cette nature fait tous les mois par nos instituts nationaux de statistiques ou même par des universités camerounaises pour nous donner un peu le pouls de la situation mensuelle de l'économie camerounaise à travers des indicateurs de conjoncture comme ceci. Donc, chapeau GICAM pour cette initiative, c'est très bien, ça permet de restituer un peu le débat et d'avoir les données. Maintenant, en ce qui concerne l'impact sur l'économie camerounaise, je pense que tout le monde est d'accord que ça peut pas être un impact positif, hein, c'est-à-dire nous ne sommes pas une économie fermée, nous dépendons énormément de l'extérieur, donc on a forcément déjà un impact qui sera lié en fait à la très très forte récession mondiale. Le cours du pétrole est relativement bas, nos exportations vers nos pays partenaires vont connaître un arrêt, donc ça va avoir un impact sur nos économies à travers les canaux comme le commerce, mais aussi les envois de fonds des migrants, parce que les familles qui sont à l'étranger, qui soutiennent d'autres familles au Cameroun, voilà, qui se retrouvent au chômage, voilà, ils vont recevoir moins d'argent. Donc il y a des canaux comme ça qui permettent déjà d'apprécier quel que soit l'état en fait de la situation sanitaire au Cameroun, même s'il y avait 0 mort de Covid au Cameroun, l'économie camerounaise allait de plein fouet subir la récession mondiale. Maintenant, il y a également des mesures domestiques, il y a des mesures de confinement qui ont été prescrites par le Premier ministre chef du gouvernement. Il y a des mesures barrières qui sont proposées, y compris dans les taxis, les transports en commun. Il y a dans les hôtels une situation qui est extrêmement préoccupante. Le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, le secteur des transports. Donc il y a comme ça différents secteurs dans l'économie camerounaise qui connaissent un choc supplémentaire. Si je prends simplement le secteur des transports d'Ipita ou le secteur hôtelier, par exemple, ce sont des secteurs déjà qui avaient prévu, par exemple, d'avoir un certain boom, de connaître un boom
grâce à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi grâce au Chan. Et ces deux événements, malheureusement, n'ont pas pu avoir lieu. Et voilà, ça fait des prévisions. Il y a des investisseurs qui avaient déjà investi, qui avaient compté sur ce boom qui pouvait venir de ces deux événements, mais qui malheureusement n'ont pas eu lieu. Donc, avant même le Covid, ce secteur était déjà un peu en situation délicate à travers les investissements qu'ils avaient faits. Maintenant, s'il faut réagir sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la situation, je vais rapidement ici peut-être dérouler mon propos en 3 points. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour soutenir les entreprises, d'accord? Déjà, comme je le répète, l'enquête du GICAM tombe très bien et j'espère qu'il y aura des enquêtes comme ça qui pourraient être faites au niveau du gouvernement également. Donc, il y a des mesures qui doivent être prises pour soutenir les secteurs les plus affectés, mais ces mesures, je le dis, doivent être très ciblées et doivent être temporaires. Parce que voilà, la situation est contrainte, le gouvernement n'a pas de ressources illimitées et quelles que soient les mesures de relance que les gouvernements de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC peuvent prendre, il y a toujours en ligne de mire la volonté de ne pas dépenser à très très forte intensité parce qu'on a la contrainte de la réserve de change qui pèse sur nous. Je vous ai toujours expliqué, nous sommes en régime de change fixe, donc nous ne pouvons pas dépenser énormément en francs CFA parce que cela a un très fort contenu en importation et cela peut avoir un impact sur les réserves de change. Donc ce qu'il faudrait faire en termes de mesures temporaires et ciblées, c'est soutenir par exemple les secteurs dont on a parlé, les secteurs qui sont les plus à même d'être impactés, mais pour ça, il vous faut des données sur leur fonds de roulement, sur les anticipations que nous avons des risques de repaiement de leurs prêts bancaires, sur les différentes mesures de soutien que nous pouvons mettre sur pied. Ces mesures peuvent prendre la forme de garantie, d'accord? Donc l'État n'est pas obligé d'injecter immédiatement de la liquidité. Il peut par exemple proposer des garanties pour soutenir les créances, les emprunts de différents secteurs, de différentes entreprises vis-à-vis des banques. Ces garanties peuvent permettre aux banques qui sont davantage frileuses en situation de récession de pouvoir continuer à soutenir quand même les entreprises dans leurs fonds de roulement et dans leurs activités. Mais la priorité devrait être quand même mise aux PME qui sont quand même la force ouvrière, je veux dire, de ce pays et qui emploie beaucoup de personnes. On peut également penser, si la situation budgétaire le permet, à un report de paiement des impôts. Il ne faut pas que cela soit tabou. Il faut que cette discussion puisse avoir lieu au Parlement et qu'on puisse faire des arbitrages dans ce sens. Il ne faut pas que ces mesures soient vues comme des mesures où le secteur privé fait du chantage au gouvernement. Non, il s'agit de mesures macroéconomiques tout à fait normales que nous voyons dans d'autres pays et qui peuvent faire l'objet d'un débat rapide au niveau du Parlement et voir ce qui peut être fait pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Il y a également un appui régional qui peut être mis en place, Dipita. Nous avons une banque de développement des États de l'Afrique centrale qu'on appelle la BDAC. L'un des rôles de cette banque est de soutenir l'activité, de soutenir les investissements dans nos économies. Et là, je pense par exemple à un mécanisme dans lequel la BDAC pourrait intervenir ici en émettant des bons et en levant de la liquidité sur les marchés et pour principalement assurer les prêts bancaires des petites et moyennes entreprises au niveau des banques commerciales. Cela se fait dans plusieurs pays développés. Nous pouvons penser à un mécanisme similaire dans notre sous-région avec pour garantie la signature des États qui renforcerait en fait la capacité d'emprunt de la BDAC pour soutenir les PME. Ensuite, je vais juste aller rapidement, Dipita, au niveau des ménages. Les ménages, notamment les ménages à bas revenus, seront les plus impactés parce que voilà, ce sont des ménages qui, dans la plupart des cas, travaillent dans le secteur informel. En anglais, on dit que ce sont des hand-to-mouth. Ça veut dire qu'ils doivent sortir tous les jours pour pouvoir avoir le revenu qui leur permet de pouvoir se payer un repas le soir. Donc, les mesures de confinement, malheureusement, elles sont utiles sur le plan sanitaire, mais elles ont un coût économique voilà, qui va faire que ces ménages-là peuvent se retrouver en situation de précarité très rapidement. Il faudrait pour le gouvernement, à mon sens, de pouvoir bien analyser quels sont les éléments dans le budget de consommation des ménages à faible revenu, quels sont les éléments pour lesquels le gouvernement peut avoir un contrôle direct, notamment sur l'offre et sur les prix, mais également des éléments de ces budgets de consommation qui ont un impact macroéconomique important. Je parle ici, par exemple, sur le plan alimentaire. Nous savons que les ménages pauvres
dépensent une grosse partie de leurs revenus dans les produits alimentaires, dans l'énergie et dans le transport. Donc, une mesure, par exemple, qui pourrait consister, par exemple, à permettre que le coût en fait de l'énergie pour ces ménages-là soit relativement bas. On peut penser en moratoire pour les paiements de factures de l'électricité pour les ménages à très très faible revenu, et on peut les identifier notamment en regardant la consommation passée de ces ménages-là au cours des 2 ou des 3 dernières années. Un ménage qui paye une facture d'électricité de 5 000 francs par mois pourrait recevoir un coup de pouce dans ce sens. On ne va pas forcément aider un ménage qui paye une facture d'électricité naturellement de 200 000 ou 300 000 francs, parce que c'est un ménage qu'on pourrait considérer comme un ménage à haut revenu. Donc on peut penser en moratoire pour les paiements de factures, on peut penser à des mesures qui permettent par exemple de réduire le coût en fait du carburant, du gasoil, parce que nous savons très bien que ça c'est un input très important à la fois qui détermine le prix des produits alimentaires sur les marchés, qui détermine le coût du transport et qui détermine encore bien d'autres prix dans la sous-région. Donc voilà des pistes que nous posons. Alors, on va vous retrouver dans quelques minutes, hein, Christian. Le temps de dire peut-être qu'on va également revenir sur ce clin d'œil qui semblerait être fait au niveau du FMI. On va essayer d'en parler dans une dizaine de minutes avant la fin de l'émission. Je vais peut-être prendre, après votre intervention, la réaction de Vincent. Vous y voyez des opportunités claires à saisir, peut-être par les pouvoirs publics, qui profiteraient efficacement aux entreprises, un peu ce que Christian Ebek vient d'élaborer. Et puis, j'ai vu que vous avez pris des notes pour également réagir à cela. Oui, tout à fait, député. Je voudrais déjà passer le bonsoir à Christian et remercier pour les encouragements de COJICAM. Effectivement, les mesures qu'il a indiquées, comme il a lui-même précisé, c'est ce qui est usité dans les autres pays qui ont déjà été frappés par la crise. Donc, ce faisant, on ne réinvente pas le fil à couper du beurre. Mais il a également précisé une chose, c'est les contraintes au niveau de l'État pour pouvoir déployer toute cette stratégie budgétaire, ainsi de suite. C'est pourquoi nous insistons sur une chose, député, il faut de la concertation. Il faut que l'État rencontre les opérationnels de tous les secteurs d'activité, notamment ceux qui sont principalement touchés. Et ceux qui peuvent être des relais, notamment les banques, les assurances, effectivement, pour adresser ces problèmes-là. Parce que ce n'est que dans la concertation, chacun précisant exactement quelles sont ses contraintes, quelles sont les difficultés et quelles sont les possibilités où on peut avoir une stratégie efficace et une stratégie qui évolue avec les contraintes liées à la crise. Nous avons, et Denis l'a souligné, indiqué par exemple le paiement, le remboursement rapide des dettes que l'État doit aux entreprises et particulièrement aux PME. Nous pensons que c'est une mesure qui, de notre point de vue, pouvait être rapidement examinée parce qu'il s'agit de donner un nouveau souffle, de permettre en fait d'injecter de la liquidité, permettre à l'économie de continuer à tourner malgré l'état difficile dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons proposé des mesures comme la suspension des contrôles fiscaux, des contrôles douaniers, ainsi de suite, parce que, rappelez-vous, une fois que les mesures de distanciation ont été imposées, tout de suite, la plupart des entreprises ont renvoyé le personnel de back-office, celui en télétravail qui est en chômage technique aujourd'hui, et s'est débrouillé pour préserver le cœur du métier. Donc, on demande simplement un moratoire, une suspension, pas une annulation. Donc, à l'évidence, ce sont des mesures qui, pour l'État, devraient être budgétairement neutres, à la limite, si l'on peut dire comme ça. Donc, il y a des possibilités, il y a plusieurs choses sur lesquelles l'on peut travailler. Il a évoqué également les mesures de soutien aux ménages. Nous sommes totalement, nous les avons évoquées également dans le cadre des propositions qui ont été faites, parce que ce sont les consommateurs. Et quand nous parlons d'injecter de liquidité, c'est effectivement de permettre au circuit économique de rester huilé. S'agissant des ménages, il a par exemple évoqué la question de l'énergie, des transports et même des loyers. Je voudrais par exemple beaucoup insister sur la question de l'énergie. Tout le monde sait très bien l'impact du prix du pétrole sur l'ensemble de la consommation des ménages et même sur l'ensemble des coûts des facteurs d'une manière générale. Nous pensons qu'il est temps de regarder la structure du prix du pétrole et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour apporter une réduction sur ce poste-là, qui est un poste transversal, qui est un poste structurant de l'ensemble des coûts, de l'ensemble des biens, de la plupart des biens que nous de consommation courante. Et maintenant, effectivement, les efforts qu'il va falloir faire au niveau régional, nous pensons qu'il faut
grandement distinguer ce qui doit être fait dans l'urgence de ce que l'on peut envisager progressivement au moyen de la sortie de la crise, ainsi de suite. Donc, c'est des mesures qui, de notre point de vue, rentrent totalement dans la même perspective que celle que nous avons proposée déjà. Denis Kobo, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour évidemment lutter contre la pandémie. Il y avait 13 mesures au départ, on en a pris 7 autres, donc on en est à 20. Et à l'occasion, le Premier ministre, parlant ou alors retranscrivant les propos du chef de l'État, disait que le président a demandé qu'on fasse un état des lieux de l'impact ou alors des conséquences économiques et éventuellement faire des propositions. Je veux dire que, est-ce que ça ne traîne pas? Est-ce que l'étude, le JICAM a eu quelques jours, quelques semaines pour faire la sienne et apporter les premières propositions de réponse. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on n'a pas l'impression que la réactivité traîne un peu, justement au regard des premières conséquences? Je ne crois pas que ce soit une question de réactivité. C'est peut-être, on peut être gentil en disant que c'est de l'incompétence pure. On a l'habitude d'entendre dans tous les pays, quand on parle d'économie, on voit le Premier ministre. Mais si on pose la question à ceux aux chroniqueurs économiques, de savoir quels sont les acteurs clés, n'est-ce pas, de la décision économique au niveau du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'on peut répondre à cette question parce que on a vite fait de voir le ministère de l'économie d'un côté, le ministère des Finances de l'autre, les impôts d'un côté, la douane. Il n'y a pas comme une cohésion au niveau du gouvernement en matière de réflexion économique. Puisque si le propos du Premier ministre était proche de la réalité, on aurait appris, par exemple, que le JICAM a été convoqué à une réunion. Alors, ça fait quand même quelques jours que cette annonce est faite. Alors, à moins que cette réflexion économique ne soit de simple projection littéraire et littérale des fonctionnaires, on aurait quand même déjà commencé à discuter avec les acteurs clés de l'économie. Et aujourd'hui, les acteurs clés de l'économie, c'est les employeurs. Tout à l'heure, Christian a parlé de la représentativité sur les chantiers du JICAM. Je crois qu'il faut évacuer cette question de la représentativité. Quand vous allez à un conseil d'administration d'une entreprise ayant 100 actionnaires, la représentativité, ce n'est pas au nombre d'actionnaires. La représentativité, c'est au nombre d'actions. Donc, si on veut aujourd'hui savoir quel est l'impact d'un certain nombre de la crise sur le secteur de l'hôtellerie, on ne va pas dire que si on a pris les hôtels 4, 3 étoiles ou 5, il faut assimiler tous les auberges ou tout ce qu'il y a comme dégâts locaux. Ce n'est pas comme ça que ça se fait en économie. Il y a des indicateurs qui sont assez clairs. Il faut aussi dire que lorsque vous êtes... Moi, je suis quand même à la tête d'une organisation syndicale et le JICAM est à peu près comme notre organisation. C'est au quotidien qu'on a des données de l'économie. Ce n'est pas le temps d'un mois que vous avez des chiffres. Le JICAM, moi, est-ce que je me trompe, le JICAM ayant des membres peut en un clic avoir des données qui émanent de ses membres, même pas seulement dans le cadre d'une enquête. Les chiffres de l'économie devaient remonter au niveau du groupement à travers des mécanismes qui sont propres à une organisation comme le JICAM. Donc, je veux dire qu'il faut évacuer la question de la représentativité. Il faut que le gouvernement rende l'économie à ceux qui font l'économie. Ce n'est pas parce que vous êtes au ministère de l'économie, au ministère du commerce, que vous avez les clés du commerce et de l'économie. L'économie, en dehors de la dimension politique, au niveau des institutions, l'économie, c'est ceux qui font l'économie. Et c'est les opérateurs économiques. L'État a un travail assez simple et facile à faire. Appeler ceux qui font les affaires au quotidien, leur demander ce qui se passe et ensemble envisager un certain nombre de solutions. Il faut peut-être dire, moi je parle pas, je ne suis pas dans le jargon économique, n'étant pas agrégé, encore que on ne connaît pas un seul agrégé d'économie qui est à la tête d'une entreprise au Cameroun, une grande entreprise au Cameroun. Si rien n'est fait
c'est l'État qui va en pâtir. Ce n'est pas seulement les entreprises. Le jour où les entreprises vont fermer, le jour où ces contributeurs au budget de l'État, à travers les impôts, tous les diverses taxes, vont fermer boutique, c'est l'État qui va en pâtir. C'est-à-dire, nous tous, on va en pâtir. Il ne faut pas, dans cette réflexion-ci, faire comme s'il y avait d'un côté les opérateurs économiques qui auraient beaucoup d'argent, parce que les fonctionnaires, ils comptent l'argent que les hommes d'affaires ont dans les poches, encore qu'ils n'en ont pas. Et ils s'intéressent justement à cet aspect rente-là qui consiste à faire pression. Si on apprend que vous avez fait un chiffre d'affaires de 200 milliards, ça veut dire que vous êtes riche, il faut qu'on s'arrange au maximum à vous tirer du sou. Non. La superstructure, la technostructure, c'est l'État. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne demande pas à l'État d'aller prendre dans le trésor, les caisses du trésor public. On demande d'activer des leviers. Il y a des mesures de compensation. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui réclament de l'argent à l'État, mais parce qu'il faut qu'il y ait concertation interministérielle ou multiples voyages sur Yaoundé, on est incapable de passer à une simple compensation. Donc, au-delà de la dette intérieure qu'il faut régler, il y a des compensations et beaucoup de partenaires économiques seraient en train d'acter. Tout à l'heure, pour rester sur quand ils ont parlé tout à l'heure du report du paiement d'impôts, si l'État, si par un texte à l'Assemblée ou je ne sais pas par quel mécanisme, on reporte le paiement des impôts, ce sont des impôts dus qui seront payés. Et dans le contexte actuel de crise de la pandémie, l'État du Cameroun fait aussi énormément d'économies en termes de dépenses parce que l'administration elle-même ne fonctionne pas à plein régime et les mesures qui ont été prises au niveau des entreprises pouvaient être prises au niveau de l'État pour, n'est-ce pas, réduire les dépenses. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires qui passent le temps maintenant à se balader dans les quartiers, qui ne vont pratiquement pas, vous êtes dans les bureaux, il y a autre 10 à 15% d'activité dans beaucoup de bureaux. Merci. Alors, sauf que ces gens qui ne sont pas au travail pour 45% du temps sont payés régulièrement alors que ceux qui se battent au quotidien pour créer la richesse doivent, n'est-ce pas, perdre entre 10 et 15% sur leur rémunération. Alors Christian, on va revenir à vous dans quelques minutes. Le temps de prendre la dernière intervention de Vincent avant de passer au deuxième thème. Alors Vincent, on parle quand même de plus en plus d'un correctif budgétaire de la loi de finances qui serait dans les coulisses, ça se dit évidemment, ça s'impose d'ailleurs au regard des conséquences multiples. Vous avez dit que la douane est impactée, donc c'est une ressource qui avait été projetée, qui n'aura certainement pas les résultats escomptés. Vous y avez beaucoup d'espoir en tant que contributeur, en tant qu'acteur économique, et puis vous en profiterez pour dire votre mot de la fin derrière cette question. Merci, député. Déjà, en tant que Camerounais, on a beaucoup d'espoir parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord dans une crise sanitaire. Absolument. Et le premier défi, c'est d'abord de remporter le combat sur le front sanitaire. Et pour cela, il faut pouvoir réorienter les moyens de l'État pour pouvoir effectivement doter de notre pays des capacités suffisantes, des capacités nécessaires pour adresser le volet sanitaire de la crise. Je pense que dans un collectif budgétaire qui, ma foi, est tout à fait devenu indispensable de regarder simplement des hypothèses qui ont guidé la formulation du budget sur l'évolution du coût du baril. Tout cela aujourd'hui est battu en brèche. Donc le collectif budgétaire, il coule de lui-même, mais il faut absolument, en termes d'attente première, effectivement, que l'État puisse se doter des moyens nécessaires pour gagner le combat sur le plan sanitaire et faire en sorte que nous sortions très rapidement de cet état d'urgence sanitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, nous avons évoqué des mesures de soutien à l'économie qui ont des implications budgétaires. Nous attendons pas moins que l'État puisse, à travers ce collectif budgétaire, effectivement, adresser ses préoccupations. Mais nous pensons que, et j'insiste, je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur cela, que ces solutions ne pourront être efficaces que si elles sont élaborées et mises en place en bonne, je ne dirais pas intelligence, mais en concertation avec les acteurs qui sont concernés. Je pense que c'est le point crucial. Vous parlez d'un collectif budgétaire, il semble dans les pipes. Est-ce qu'il y aura une section extraordinaire de l'Assemblée? Est-ce qu'il va être adopté par ordonnance? Quelles sont les grandes orientations? Il faut absolument que l'État puisse associer les acteurs non étatiques, les mouvements patronaux, les syndicats, les acteurs de la société civile, toute personne qui puisse contribuer d'une manière ou d'une autre à sauvegarder l'économie du pays, à adresser la réponse sanitaire à ce réaménagement budgétaire qui
est devenu indispensable, sans oublier les partenaires de développement qui accompagnent la crise. Vous m'avez demandé de pouvoir dire mon mot de fin. C'est d'abord de vous remercier. C'est vrai que le temps est assez court pour pouvoir déployer tout votre rapport. Effectivement, différents contours de la C'était aller à question. l'essentiel. Mais peut-être en termes de mot de fin, c'est adresser nos salutations, je dirais notre reconnaissance, mais nos encouragements aux entrepreneurs et aux femmes chefs d'entreprise de ce pays qui véritablement se battent au quotidien. Le président du JICAM, dans sa lettre du 20 mars, leur a demandé de tout faire pour sauvegarder les emplois. Nous observons avec beaucoup de fierté l'engagement de plusieurs d'entre eux à éviter les licenciements, à trouver des formes originales de l'organisation du travail, à innover pour pouvoir continuer de garder les entreprises à flot. Notre mot, ce serait pour les encourager à maintenir ce cap et leur dire que le groupement se tient à leur côté et que nous continuerons toujours à porter au plus haut leur voix et à développer toutes sortes d'assistance que nous pourrons pour les accompagner dans cette rude épreuve. Et moi, vraiment, je voudrais vous remercier de votre participation à cette émission. À travers vous, remercier le président de JICAM et puis le secrétaire exécutif, Célestin Tawamba et Alain Blaise Batongue, qui ont spontanément réagi à notre appel quand on a sollicité votre expertise. Et vraiment, merci d'être venu éclairer davantage nos téléspectateurs. On espère contribuer également en interpellant le gouvernement pour que les entreprises vivent, parce qu'à travers ces entreprises, c'est également les familles qui vivent. Merci, bon retour. On va tout de suite prendre Christian Becquet pour sa dernière intervention également. Ça permettra de recevoir sur le plateau pour le deuxième thème tout à l'heure Edmond Kouyaté. Alors Christian, avec vous, deux axes peut-être, et puis le mot de conclusion également. On parle de ce correctif budgétaire, vous y voyez éventuellement une bouffée d'oxygène. Quels pourraient en être les axes les plus marquants de ce correctif éventuellement s'il intervenait? Mais aussi, on a pu voir ailleurs, par exemple au Sénégal, dont on parlait tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux pays et bien d'autres d'ailleurs, ces pays ont dû recourir au Fonds monétaire international pour certains des assouplissements de dette. On a également vu un recours au niveau de l'Union européenne, un recours au niveau de la France pour certains États endettés auprès de ces organes, de ces institutions-là. Quelles peuvent être éventuellement les actions de ces partenaires pour permettre à notre économie de souffler un peu pendant cette crise-là? Merci Dibita. Je dois déjà dire que d'après mes informations et d'après ce que je lis, le Premier ministre aujourd'hui même ou hier recevait des représentants je pense du secteur de transport et de l'hôtellerie. Donc ça veut dire que cette concertation dont le représentant du JICAM appelait de plein vœu, il me semble qu'elle est en train d'être mise en œuvre. Je ne connais pas les détails, mais il faut pouvoir dire les choses. Voilà, j'ai vu une information dans ce sens. Donc, disons que c'était davantage les syndicats des transports. Hein. Voilà, syndicats des transports. Donc, évidemment, je pense au niveau ministériel, évidemment, pour les raisons, pour les raisons d'harmonisation, évidemment, des réclamations dues à cette pandémie. Je vous laisse poursuivre. Voilà, donc je pense que ça, ce sont des mesures qui doivent être encouragées et qui doivent continuer. Maintenant, pour répondre à votre question précisément, le correctif budgétaire, c'est tout à fait mécanique. Okay? C'est-à-dire il y a eu des prévisions macroéconomiques qui ont été faites lorsqu'on établissait la loi des finances à une certaine date. Ces prévisions étaient faites sur la base d'un certain taux de croissance, d'un certain taux d'inflation, de cours des matières premières à un certain niveau, etc. Aujourd'hui, l'ensemble de ces prévisions, ces prévisions ne valent plus la peine, ne valent plus rien du tout parce que vous avez vu l'ampleur en fait des corrections de prévisions à l'échelle internationale. On est passé de taux de croissance dans certains pays à 6% à quasiment 0 moins 1%. Et je parle des pays qui sont nos pays partenaires directs. Donc, il s'agit ici d'un mécanisme qui est tout à fait mécanique. On va forcément devoir réajuster le budget pour prendre en compte le fait que les recettes fiscales ne vont pas entrer avec la même intensité, étant donné que l'économie va ressentir un ralentissement de l'activité assez prononcé. Il faudra prendre en compte les nouvelles dépenses que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, y compris sur le plan sanitaire, et la riposte économique que j'espère est en train d'être préparée pour pouvoir sauvegarder les acquis de cette économie. Donc,
il me semble que la discussion sur une correction budgétaire n'est pas une discussion qui doit être obscure. C'est tout à fait normal étant donné le changement soudain de la conjoncture économique face à ce choc exogène qui a affecté toute l'économie mondiale. Donc là, il n'y a pas de discussion, il ne faut pas tirer de l'eau en large, ça doit se faire et ça se fera. C'est comme ça que voilà, une gestion budgétaire se fait. Maintenant, en ce qui concerne le rôle des partenaires de développement ou les créditeurs internationaux, vous avez bien fait de noter que certains pays, y compris le Nigeria aujourd'hui, qui a reçu 3,4 milliards de dollars d'appui du Fonds monétaire international pour cette pandémie, pour pouvoir répondre en fait aux besoins immédiats. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale et la plupart des organismes multilatéraux ont proposé et ont mis sur la table des mécanismes de financement rapides, directs, ultra concessionnels pour permettre de réagir, en fait, aider les États à réagir à cette crise. Il s'agit là pour moi d'une opportunité qui doit être saisie, dit Pita. C'est-à-dire, je vous ai expliqué tout à l'heure que même si le gouvernement venait à dépenser, à quadrupler le budget aujourd'hui, cela ne pourrait pas être soutenable simplement parce que nous allons dépenser. Il va soutenir l'économie avec une monnaie qui malheureusement devrait être convertie pour pouvoir importer des biens de l'étranger, donc il nous faudra des devises. Vous aurez beau quadrupler le budget des pays de la CEMAC pour répondre au Covid, cela va entraîner immédiatement une tension de notre balance de paiement et on pourra avoir des difficultés au niveau de nos équilibres extérieurs parce que nous sommes en régime de change fixe. Donc ce qui est important pour nos États, c'est de voir dans quelle mesure on peut mobiliser toute l'assistance nécessaire en devises étrangères à travers le Fonds monétaire international, à travers les remises de dette, à travers des mécanismes où on stoppe temporairement le paiement de la dette vis-à-vis de certains bailleurs multilatéraux ou des bailleurs bilatéraux. Mais aussi, il faudrait qu'on n'ait pas peur de pouvoir voir avec des bailleurs privés, par exemple sur les prêts commerciaux que nous avons, pour essayer de discuter avec eux sur un plan ordonné, sur un plan tout à fait dans la détente et dans une bonne atmosphère, pour voir qu'est-ce qui peut encore être fait de plus pour pouvoir nous apporter cette devise dont nous avons tant besoin. Nous ne pouvons pas, il faut le dire aux Camerounais, simplement dépenser en francs CFA en espérant que cela peut être soutenable. C'est pas possible. Cela va engendrer immédiatement une crise de notre balance de paiement. C'est pour ça que nous avons besoin, à très court terme, de pouvoir mobiliser cette devise-là à travers de l'assistance internationale. Merci infiniment, Christian. Merci de cet éclairage également que vous apportez à nouveau dans cette émission. Je l'ai dit, vous êtes économiste, vous êtes représentant adjoint de l'Union européenne pour les pays, enfin du Fonds monétaire international pour les pays de l'Union européenne, et assez souvent vous sacrifiez à cet exercice, éclairer nos téléspectateurs, et ce soir encore, merci infiniment de vous y être prêté. Bonsoir. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Dipita. Et à très bientôt. À bientôt. Alors, Denis, à l'entame de cette deuxième phase, on va certainement prendre une transition dans quelques minutes. Je voudrais rappeler votre casquette d'enquêteur, parce qu'effectivement, dans un domaine que vous suivez assez de très près. D'ailleurs, je voudrais rappeler que vous avez lancé une initiative assez récemment. Vous allez nous en dire un mot? Oui. C'est pas un call, non? Non, bien sûr, c'est pas un call. C'est pas aussi un secret. J'ai passé 7 mois à réfléchir. Je m'étais libéré en septembre pour ne pas participer à une presse qui a abruti la population. Et au bout de 7 mois, j'ai décidé de lancer le site d'enquête et de reportage Africa Finder. Je lance le site avec beaucoup de personnes qui sont peut-être dans l'ombre, mais pas. C'est des journalistes, des journalistes qui vont travailler en intelligence avec nous pour essayer de faire ce qu'on fait dans les autres pays, à savoir révéler le maximum de vérité. Et notre site aussi, et surtout, va permettre que les journalistes ne soient plus censurés. Donc c'est une plateforme. Et tous ceux qui sont censurés, il y a même des opinions qui seront censurées. Si ces opinions fortes étayées par des faits avérés, nous nous chargeons donc de publier. Donc il y aura le volet formation. J'estime que quand on veut atteindre 50 ans, il faut penser à assurer la relève. Je suis enseignant, mais
passer de l'étape de cours à l'école, il faut investir dans la formation des journalistes qui sont opérationnels, qui ne font pas de la rétention de l'information et qui peuvent travailler pour que le droit du public de savoir soit respecté au Cameroun. Donc, on a essayé de faire et je crois que ça va aller. Évidemment qu'on vous encourage sur ce chemin-là. Merci. Edmond, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à Denis et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je salue cette patience dont vous allez faire preuve. Hein. Merci. Vous êtes économiste, vous avez souffert de voir cette première analyse. Effectivement. Pourtant, vous aurez certainement pu apporter du vôtre. Peut-être. Cela dit, on va faire la transition pour entamer avec le deuxième thème de ce soir.